Avec Elisabeth Laure, chroniqueuse littéraire, on va parler de 2 livres. Attendre le lunch de Pierre-Luc Gagné aux éditions Hamac, Architecture de la joie de Steve Gagnon et Anaïs Barbeau-Lavalette chez Marchand de Feuilles. Et Georges est là avec nous ce matin. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Prêt ou on met de la musique ou Non. Écoute, on peut aller, hein. Souvent il nous manque du temps. Alors autant allons-y. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi vrai, t'as bien raison. Oui, quand même. Georges, Hein? Quand même il nous manque du temps souvent. Chaque minute précieuse. Précieuse, voilà, tout à fait. Les gens savourent bien la musique sur CKRL, là. Ils savent très bien. Exactement, c'est très bien. Bon, c'était juste pour te laisser le temps de souffler. Non, mais on discussion à bâton rompu, on a l'habitude, hein. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, alors Georges, tu voulais nous parler de quoi ce matin? Parce que là, notre planning est un peu bousculé. Un peu bousculé, je dois dire que tu avais préparé une entrevue. Mais pour l'équitabilité, voilà, bon, il y a des élections en ce moment au niveau local au Québec, donc il y avait un candidat indépendant qui voulait bien s'exprimer avec nous, mais il est indépendant. Mais tu m'as bien expliqué que la loi s'applique à tout le monde. Si on le prend, il faudra prendre tout le monde. Donc voilà, malheureusement, à mon corps défendant, j'ai dû appeler la personne. C'est pas contre la personne. Voilà. Non, du tout. Alors c'est juste parce qu'une question de, comme tu dis, d'équitabilité, de règles d'élection et puis tout ça. Voilà, absolument. Et donc, comme ça, là, on s'est dit, écoute, moi, je me suis dit, mais attends, ça fait bientôt, je vais vers la 15e année quand même au Québec, là, c'est quand même pas mal, hein. Je suis un Québécois et qui m'intéresse à la politique. Ah ouais, toi, t'es bien impliqué comme je suis bien impliqué dans le militantisme et aussi, la politique, c'est ma passion aussi, pas seulement ici, même au niveau international. Ceux qui me suivent sur mon Facebook voient que je suis très engagé dans le débat politique. Ouais. Alors je me suis dit, mais écoute, au Québec, au Canada, mais il y a la communauté noire aussi qui est engagée en politique, on le voit de plus en plus. Et puis il y a les figures noires aussi en politique. Et d'ailleurs, les figures noires au Québec aussi, c'est depuis 1608 quand même, hein. 1608 avec Mathieu d'Acosta, qui avait accompagné, n'est-ce pas, avec Champlain et tout cela. Donc la présence noire au Québec est carrément une présence historiquement structurelle ici, puisque c'est dès le départ qu'il y a des Noirs ici. Il y a Olivier Lejeune aussi, on connaît cette histoire-là. Ouais. Et puis beaucoup de choses. Et l'histoire des États-Unis d'Amérique, l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Mais l'esclavage, c'était dans le sud des États-Unis, les États confédérés. Et au nord des États-Unis, c'était, n'est-ce pas, les unionistes, c'est-à-dire là où il y avait l'industrie, il n'y a pas l'économie, la plantation. Et on a vu que tous les Noirs qui voulaient la liberté remontaient vers le nord des États-Unis et venaient jusqu'au Canada en tant que tel. Donc on peut pas, l'histoire des Noirs au Québec et au Canada, c'est une très 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 vieille histoire qui n'existe pas après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Caro, il y a eu des vagues, évidemment, de Noirs qui viennent en immigration. Mais les Noirs qui viennent en immigration, c'est en fait, c'est une diaspora récente. La diaspora ancienne, c'est celle qui est venue dans le mouvement de l'esclavage. Ouais. Donc les Noirs au Québec, à l'après-guerre, on avait les Italiens. Les Italiens, il y avait les Germains, il y avait tout ce monde-là. Mais après, il y a aussi. Et puis il faut savoir aussi quand même que le Québec et le Canada ont une politique forte d'immigration. Mais l'immigration, cette immigration qui est souvent le sujet aussi sur la table quand les élections arrivent, c'est un sujet polémique aussi. Ouais. On ne montre pas suffisamment le côté positif de cette immigration parce que les Noirs qui viennent ici, les déchets se font dans leur pays. C'est-à-dire le Canada et le Québec vont dans ces pays-là pour chercher du monde. Et peut-être ils vont pas forcément, il y a des Européens qui viennent, mais les Européens d'une manière générale, souvent, pour venir ici, s'installer, c'est un peu difficile. C'est une expérience qu'ils viennent faire ici, parce que dans leur pays, ils pensent qu'ils sont riches, et il n'y a pas de raison que j'aille en France, je suis bien, en Angleterre, je suis bien. La retraite à 63 ans là-bas. À 63 là-bas. Mais quand on va les chercher en Afrique ou ailleurs, ils sont bien contents de partir, parce qu'en Afrique, ils ont des conditions de vie parfois très très difficiles. Ils sont très contents de partir. Donc, il y a une ouverture qui est comme ça. Et quand ils viennent ici, Caro, ils s'installent, évidemment. Ils vont vers la citoyenneté. Parce que l'engagement politique, c'est aussi une citoyenneté qu'on veut
affirmée. C'est ça que les gens doivent comprendre. On peut pas faire sans les Noirs au Québec. On pourra pas faire sans les Noirs au Québec. Parce que les Noirs sont dans nos établissements. Ils sont dans l'éducation. Ils enseignent. Moi, je suis enseignant ici. Quand même. J'apporte. Bien impliqué. Et, je fais de la radio. Je fais la radio, je fais la politique, je fais du militantisme et ainsi de suite. Et la marche mondiale des femmes, j'y étais. Mais j'y étais, on s'est pas vu. On s'est pas vu, mais je me suis retrouvé. Il y avait beaucoup de monde quand même. Il y avait beaucoup de monde. On s'est retrouvé avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de mes étudiants qui étaient contents de voir Monsieur Goma en train de danser. Il y a une qui a dit, Monsieur Goma, je vous ai vu danser. Ah, ça fait du bonheur, ça, non? Ah ouais. Ben, alors, et l'autre chose aussi, Caro, tu sais que je suis un enseignant itinérant. Je vais à Mont-Laurier, je vais à Val-d'Or, je vais à Rouyn-Noranda, je vais à Bécomo, je vais à Rimouski, je vais à Lévis. Je vais aussi en Beauce, à Saint-Georges, enseigner. Donc, je vois très bien comment est-ce que la communauté étudiante, le corps étudiant noir s'implante aussi dans les régions. Oui, parce que ça, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité qui est de plus en plus vivante. Avant ça, c'était Montréal. C'était Montréal. Québec. Et il y a une loi. Il y a une loi du gouvernement qui pousse maintenant les gens ne pas s'installer dans l'île de Montréal, d'aller dans les régions. C'est une loi politique, c'est une disposition politique qui va nous... Ah oui, absolument. Qu'il faut aller dans les régions. Sauf que, un peu comme quand on fait ce mouvement-là, il faut accompagner ce mouvement-là politiquement. C'est-à-dire aller dans les régions, préparer les gens qui sont dans les régions, d'accueillir aussi cette nouvelle population d'immigrants qui vont, parce qu'il faut revitaliser les campagnes, il faut revitaliser les régions qui se meurent par la crise démographique qui est une réalité tangible. Ce n'est pas un problème idéologique, Caro. Donc, il y aura de plus en plus des Noirs à Québec. Il y a une communauté noire qui s'installe, qu'on aide à s'installer, parfois avec des problèmes d'intégration, d'insertion. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est bien accompagné, un peu, je fais une comparaison, n'est pas raison, quand on a eu le mouvement, la désinstitutionnalisation. La désinstitutionnalisation, c'est un fort mouvement qu'il y a eu au Québec, je pense dans les années 70 ou 80, où on a sorti les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale des asiles pour les mettre dans la communauté. C'était bien, Caro, ce mouvement de désinstitutionnalisation, parce que les gens qu'on met dans les hôpitaux psychiatriques, leur présence là-bas ne se justifie toujours pas. Mais là-bas, c'est un traitement tout à fait parfait. Pour certains cas. Mais les cas difficiles, c'est normal. Mais ce qu'on a envoyé dans la communauté, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on a assisté au phénomène des portes tournantes? C'est parce que on n'a pas mis les moyens pour accompagner les gens dans les régions. Les gens des hôpitaux, il faut les accompagner. Il faut les accompagner avec des moyens. Comme tu dis, il faut accompagner les immigrants. Mais bien sûr, ma chère. C'est pas en enlevant les cours de francisation qu'on va y arriver. Les francisations qu'on coupe, c'est pas ça seulement. Mais donc, c'est ça. Et voilà, si on fait ce contexte historique, Caro, c'est pour bien comprendre un peu l'engagement politique aussi de la communauté noire. Parce que cet engagement, il faut donner du sens et de l'essence, n'est-ce pas, à cet engagement politique, parce qu'ils sont déjà des citoyens. Quand on vient ici, on est immigrant, d'accord, on est résident permanent, et progressivement, il y a toute une démarche un cheminement vers la citoyenneté. C'est quand même pour le commun des mortels assez compliqué. C'est très compliqué. Alors, résident temporaire, après les permis, après la citoyenneté, ça vient, j'imagine, après un long parcours. Voilà, c'est un parcours du combattant. Et puis, ça donne de l'argent aussi. Il y a je me rappelle plus le nom de ce chercheur québécois qui a fait des recherches sur l'immigration. Mais l'immigration rapporte beaucoup d'argent au Québec. Parce que une personne qui met un dossier, mais il y a beaucoup de choses. Moi, je l'ai vécu. Moi, à partir de Paris, d'accord, c'était beaucoup plus rapide. Mais sur tout le processus, vous payez. Il y a la visite médicale, il y a ceci, il y a des frais à payer en fonction de la taille de la famille. Et ce monsieur, il faut que qu'on recherche pour retrouver la recherche qui a été faite par ce Québécois qui a montré que non, mais c'est aussi un moyen d'accumulation du capital sur l'immigration. Et c'est des gens qui viennent aussi contre... Mais là, il y a, ça c'est un autre dossier, puis on pourra s'en reparler avec dans l'édition Accès Pouvoir, parce que c'est un dossier qu'on s'est dit, dont on ferait un genre de tour d'horizon de la situation, parce qu'il y a l'immigration, il y a les réfugiés, il y a les temporaires, les travailleurs temporaires. Alors, c'est un monde, hein. Toi, t'es arrivé comme migrant avec un processus. Normal, il y a des réfugiés on se doit d'accueillir sans... Et en plus, il y a eu un petit détail dans ma démarche.
démarche à moi. Quand après 9 mois, on dit, ah, mais vous êtes reçu, il vous reste, c'est pas encore complété, mais il vous reste la visite médicale. Et là, on nous propose, puisque mon épouse, par exemple, qui est dans l'informatique, elle était embauchée depuis Paris dans une société qu'on appelle la CI, la société de machin. Bon, alors, mais en tout cas, l'idée, oui, donc elle avait un travail. Un travail. Et puis on nous a proposé, mais écoutez, on va vous faire pour les parents des trucs de travail et les enfants, les certificats pour l'école. Et vous venez faire la visite médicale ici. Donc, on est rentré avec ces papiers-là. 3 mois après, on a fait ce qu'on appelait le tour du poteau. C'est-à-dire quand on est arrivé ici, parce qu'ils voulaient qu'on arrive déjà ici, et puis terminer la démarche ici. Et puis, on est arrivé. 3 mois après, on nous appelle à Montréal pour la visite médicale. On fait la visite médicale. Et puis, on nous demande, écoutez, allez à la frontière des États-Unis. On vous donne ces papiers. Vous sortez du Canada, du Québec, du Canada, et vous re-rentrez vous faites simplement le tour du poteau. Voilà. Ce qu'on appelle sortir. Et c'est là où on nous a donné les papiers de résidents permanents. Et ce sont ces résidents permanents, 1073 jours après, vous avez la possibilité de demander la citoyenneté. Et c'est ce qu'on a fait. On est devenu citoyen. Il y a quelques années de ça, là. Ça fait combien d'années? On est arrivé en 2011 quand même, hein. Oui, alors maintenant, j'ai l'impression, est-ce que je me trompe en disant que c'est un peu plus compliqué ou un peu plus je sais difficile? pas, je peux pas te dire, mais il continue, ça continue du tout. Oui. On n'a pas de l'immigration, mais, parce que quand on voit un peu dans notre vie quotidienne, on voit pas les projections. Ceux qui sont là, les arguments sont apportés par les démographes. Caro, c'est apporté par les démographes qui font des projections démographiques en fonction des naissances et des fonctions des morts. C'est-à-dire qu'il y a le solde naturel de l'immigration. Le solde naturel, pas de l'immigration, mais le solde naturel de la population, c'est combien de personnes naissent, combien de personnes meurent. Alors, je dis pour les auditeurs, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais tu es sociologue et oui, démographe absolument. ici, hein, c'est ta spécialité. Ma spécialité, c'est sociologie et démographie. Ouais. Donc, pour bien comprendre l'affaire, c'est ce solde naturel des naissances québécoises et des morts québécois. Or, il s'est trouvé que la pyramide des âges se rétrécit sur la base. La base, ce sont les naissances. Et puis ça grossit en haut avec les personnes qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, le baby boom. Les baby boomers deviennent des papy boomers, tu vois un peu. Et puis on se retrouve finalement avec ce déséquilibre-là. Hors de 18 qui vivent de plus en plus longtemps. Voilà, de plus en plus longtemps avec l'espérance de vie et tout cela. Maintenant, le carreau, ce que les gens doivent comprendre, c'est que de 18 ans, ça c'est un modèle comme ça, de 18 à 65 ans, c'est là où les gens doivent produire dans la société. Et l'argent du gouvernement vient de nos taxes, nos impôts que nous payons en tant qu'individus et de nos impôts que nous payons en tant qu'entreprise. Voilà, fondamentalement, l'argent de l'État vient de là. Exact. Bon, maintenant, s'il y a beaucoup de gens en train de travailler, ça c'est bien parce que la société, l'économie est florissante. Mais si on se retrouve avec peu de gens en train de travailler et beaucoup de gens en retraite, ça crée un déséquilibre des ratios. C'est-à-dire que, comment va-t-on? Puisque le système de la retraite, c'est la répartition. C'est-à-dire que toi et moi qui travaillons aujourd'hui, les taxes que nous payons, c'est pour payer les retraites des gens qui ont travaillé hier, qui sont en retraite aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut qu'on soit nombreux. Ouais. Maintenant, si le solde naturel est négatif, il faut aller chercher un solde artificiel. Ouais. Et le solde artificiel, c'est des gens qui rentrent au Québec qui deviennent des immigrants qui travaillent, contribuent à la caisse des... Voilà, et ceux qui sortent du Québec, qui vont ailleurs, le Québécois qui va s'installer aux États-Unis, en Italie ou ailleurs, il y en a moins quand même, hein. Mais quand on fait tout cela, on se rend compte que non, mais pour éviter les déconvenus dans le futur, il faut regaillardir, redynamiser la population québécoise. Ouais. Et comme je l'ai dit tantôt, les pays pauvres, c'est là où on recrute le plus parce que ils veulent améliorer leurs conditions d'existence. Et quand on vient ici, les Africains qui viennent ici,
d'une manière, quel que soit le travail qu'ils font, hein, c'est pas comme le ministre de Monsieur Legault qui avait dit qu'à Montréal, près de 85% ou 80% des immigrants ne travaillent pas. Monsieur Jean Boulet, mais ça c'est quand même une ineptie, c'est pas une insulte, mais c'est une ineptie de dire des choses comme ça là, parce que ce n'est pas vrai. Il faut aller sur des données probantes, des faits qui sont réels pour dire la vérité. Il faut pas parler de l'immigration pour l'instrumentaliser pour des raisons électoralistes. Et ça, on ne peut pas l'accepter parce que la vérité est tout à fait autre. Les Noirs qui viennent ici, la première des choses qu'ils font, c'est chercher du travail. Exact. C'est pas des gens qui vont rester dans leur maison et dormir et s'asseoir. Donc voilà des raisons. Et puis quand ils s'installent ici, ils sont très dynamiques. Sur le plan, ils veulent que les enfants aillent à l'école. Même si à l'école aussi, c'est pas le sujet, mais à l'école aussi, on voit très bien qu'il y a des obstacles aussi à ce niveau-là, mais c'est pas bien grave, c'est presque normal, mais les gens ont l'idée de pousser leurs enfants à l'école. Il faut se figurer, là, on part d'un pays, on est déraciné, on est déraciné. Ne serait-ce que juste le climat, faut le faire, c'est pas évident, il faut passer à travers une culture bien différente. Alors, si on le fait, j'imagine qu'on est prêt, comme tu dis, à aller de l'avant. Là. Mais bien sûr. Et puis, sur le plan de l'éducation, parce que c'est ça qui est important. La citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté passe par l'éducation. Nous avons reçu ici, à beaucoup de fois, un organisme communautaire ici installé à Québec et aussi à l'étranger, Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs, avec monsieur Jean-Rico Brutal et madame Solange Satire, qui sont venus ici, qui font un travail extraordinaire avec les enfants. Ils organisent des choses, le concours d'éloquence par exemple. On pousse les enfants, beaucoup m'ont vu aussi participer à cela. Donc tu vois très bien que non, mais il faut changer un peu l'image qu'on a des Noirs ici. C'est pas des images stéréotypées parce que c'est complètement faux. Les Noirs qui s'installent ici ont d'abord la première chose, c'est de s'installer dans leur citoyenneté. La citoyenneté, c'est deux choses. C'est avoir des droits, d'accord, mais c'est avoir des devoirs aussi. Il y a des devoirs et des droits. On a des droits et des devoirs. Et le devoir, c'est cet engagement-là aussi dans la citoyenneté en tant que tel. Tu vois? Donc, c'est ça qui nous pousse évidemment à voir pourquoi est-ce que les Noirs aussi s'engagent en politique ici au Québec et au Canada. De plus en plus, il y en a. Sur le plan historique, on a évoqué Mathieu Dacosta et tous les autres. La présence noire est ici dès le départ. C'est pas une chose qui est nouvelle. Non. Maintenant, la vague d'immigration qui viennent rebooster la société québécoise pour des gens qui travaillent partout, ils sont dans les ministères, ils sont partout, ils travaillent fort, ils sont dans les régions également. Donc, il faut simplement encourager la réception des Noirs dans les régions parce qu'ils sont là pour s'installer et on veut que ces gens-là s'installent. Donc, et puis bon, les figures noires aussi, il y en a. Je suis allé chercher un peu parce que les figures noires là, ça fait, elles représentent beaucoup. Ça permet d'arrêter quand on voit les Noirs en politique, dans les médias aussi, timidement, là aussi des recherches ont été faites. Il y a de plus en plus, quand même. Mais quand même, ceux qui ont recherché là-dessus, on voit que c'était quand même timide. Il y a une grande diversité, les Noirs, la diversité. Voilà, nous autres, moi je suis à l'antenne depuis très longtemps et je suis bien content aussi d'apporter ma part aussi à cela, à CKRL, la plus vieille radio communautaire. Je le dis toujours aussi, les gens l'ont remarqué, la plus vieille radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Je le dis, voilà. Mais je le redis toujours. Mais tu trouves pas que la situation est difficile avec le gouvernement Legault, le PQ aussi dans cette mouvance-là? Non, mais c'est clair. On surfe un peu sur l'immigration, mais c'est parce que les gens, c'est très populaire, les gens. Mais tu le dis comme ça, là, je vais le redire encore pour ma personne, puisque je suis là aussi pour me vendre moi-même aussi, en tant que tel, Caro. Parce que quand je suis arrivé au Québec en 2011, tu sais, dans le parti que je connaissais avant de venir ici, c'était le PQ. Parce que l'histoire de René Lévesque, je la connaissais depuis avant de venir, même avant la pensée de venir, parce qu'à travers Charles de Gaulle qui est venu en 68 ici, vive le Québec libre, c'est à partir de cette filiation que je suis venu à connaître René Lévesque et le PQ. Donc, ce qui fait que quand j'arrive ici, 2 mois après, j'ai ma carte du PQ dans la poche, ici, à Québec. Nous faisions des réunions sur Grande Allée, l'église, là, qui est vers la forêt de machin, là, en allant vers la ville, là-bas. Donc, c'est ça, j'ai commencé à militer là-bas. J'ai vu Pauline Marois, pendant un événement comme ça, à qui j'ai dit bonjour, parce que j'étais là-dedans.
Mais c'est seulement après qu'on discutait avec mes étudiants, ils me disaient, ah, monsieur Goma, vous serez mieux avec Québec solidaire. Ah bon, Québec solidaire, c'est quoi? Mais c'est un autre parti. Et j'ai découvert ce Québec solidaire. Et qui m'a entraîné là-dedans. Et je me suis impliqué. Il y a une mouvance là, du Parti québécois, quand voilà. même. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Quand tu parles du Parti québécois, mais quand même, le Parti québécois n'a pas fait l'effort, n'est-ce pas, d'attirer aussi cette nouvelle catégorie de personnes en tant que telle. Et que par rapport à Québec solidaire, bon, voilà, où je me suis trouvé peut-être en tant que parti progressiste, je suis un homme de gauche et très fier de l'être. Et c'est là où j'ai pensé que non, mais c'est là où je peux poser mes pions sur le machin. Donc, en fait, c'est cela, Caro, qu'il faut comprendre. Et puis bon, je parlais de René Lévesque, parce que je suis toujours bien content de dire que c'est pas ici au Québec que j'ai connu la politique québécoise. Je la connaissais très très bien. Et la démarche de Québec, de René Lévesque, c'était quand même l'indépendance. Et puis le PQ aussi. C'est en 2008 quand même que en fait l'élection de 2018 était révélatrice, parce que c'est là où le PQ a laissé tomber sur le sol un élément qui faisait même sa substance, son essence profonde, c'était l'indépendance. Mais si tu enlèves l'indépendance au PQ, le PQ n'existe plus en tant que tel. Et ça, c'était la déconvenue du PQ pendant cette période-là. C'est bien pour avoir jeté par terre, sous la pression du néolibéralisme, cette idée de l'indépendance. Maintenant, ils reprennent l'indépendance, là. Ils reprennent, et voilà, ils se regardent, ils s'engraissent de nouveau avec cela. Donc, c'est un parti de gouvernement. Avec tel que ces partis-là, c'est sûr qu'ils vont prendre le pouvoir s'ils continuent à être fiers des valeurs qui sont fondatrices au PQ en tant que tel. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Mais il faut compter avec la communauté noire. Et quand je parlais de la communauté noire, avec ceux qui s'engagent, bien sûr, ça réduit les stéréotypes. C'est une bonne chose, mais ça présente aussi des modèles. Ça sert de modèle, parce que les autres aussi, les communautés noires, vous savez, on l'a souvent dit aussi que dans le monde entier, je pense qu'il n'y a pas une autre communauté qui a souffert plus que les communautés noires, parce que l'esclavage a duré 400 ans. 400 ans, c'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 mois, c'est pas 4 ans, c'est pas 4 décennies, c'est 400 ans. Et je vais pas expliquer les conditions de ça, c'est pas le machin, mais c'est pour vous dire simplement que les Noirs, là où ils s'installent, il faut qu'on s'arrange à jeter par terre les stéréotypes qui entourent ce peuple-là, qui est toujours confronté à des difficultés. Très travaillant, très résilient aussi, très travailleur. C'est dans leur ADN. C'est ça. Et je l'ai parlé des organismes communautaires comme Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs. Ils font un travail fou, je t'assure, à l'éducation des enfants. On les reçoit ici. Et puis on leur ouvre nos portes. Et bien sûr, je suis engagé avec eux aussi, donc je comprends très bien que ce niveau-là. Donc c'est vraiment des gens qu'il faut prendre au sérieux. Prendre au sérieux parce que c'est une, voilà, c'est un potentiel. Voilà, c'est un potentiel qu'il faut. Maintenant, quand on voit... En une minute pour terminer, les figures noires, puisque c'est ça aussi, enfin, qui font ces modèles-là, parce que c'est ça qui est important. C'est par exemple, on connaît Jean-Augustine, par exemple. Jean-Augustine, qui est la première femme noire élu à la Chambre des représentants des communes en 93, quand même. Il y a Michael Jean, que nous connaissons aussi, c'est une figure noire qui forme de modèle. Il y a Greg Fergus aussi, qui est du Parti libéral aussi, président actuel de la Chambre de communes. Voilà. Il y a Ahmed Hussein également. Il y a au Québec aussi, on connaît Dorothy Wills, première femme noire élue au niveau municipal au Québec. C'est depuis 1974, quand même, aussi. Il y a Dominique Anglade, que tout le monde connaît, quand même, qui a démontré des choses extraordinaires. On va terminer par ces figures-là, qui sont inspirantes. Il y a France Benjamin aussi, on a vu souvent au Parlement, là, faire des beaux vers et tout ça, avec un art de l'éloquence très achevé. Il y a Nadine Raymond aussi. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a des leaders aussi communautaires. La commission Laurent, comment qu'elle s'appelle, celle qui a présidé la commission Laurent? J'aime beaucoup cette femme-là. Absolument, Madame Régine Laurent, avec qui j'ai travaillé. Tu sais que j'étais à la commission Laurent également. C'est mon
que je le parcours mentionne. aussi. Voilà. Okay. Donc j'encourage beaucoup les Noirs à s'engager dans le militantisme au niveau régional, au niveau local, au niveau régional et au niveau aussi fédéral. Il y en a beaucoup. Exactement, à tous les paliers, municipal. Absolument, Caro. Georges, merci. Finalement, on a pu une se chance qu'on n'a retrouver. pas mis de chanson parce que tu avais beaucoup de choses à dire finalement. Hein? Ah ben oui, finalement, on se Et rencontre. écoute, on se retrouve, nous, parce que moi, je repars tu en pars, tournée. ouais, Alors, c'est c'est vrai. Jason Ah, qui va comme me remplacer. Et tu seras entre très bonnes mains. Vous aurez beaucoup comme de plaisir. d'habitude. Ouais, je pense que bien. Ah, Jean-François, il n'a pas voulu prendre l'affaire. Je suis aussi bien en oui, contact avec lui. écoute, ouais, c'est vrai. Bon, c'est certainement qu'il a Bon, d'autres. ce sera Jean-François, plaisir. je te dis bonjour. Hein? Ah ben, tant mieux, puis il nous écoute. Alors, Voilà. écoute, Georges, merci, Caro. merci de ta présence. On se retrouve. Ah, ça va vite. Hein, Ça on va se aller retrouve vite, on va se très retrouver très bientôt. Bonne Mais pendant ta continuité. présence là-bas, on est toujours en contact, tu sais Ah très ben bien. tout à fait. Hein, et les auditeurs peuvent évidemment nous écrire. Absolument. Merci Caro. encore une fois. Bon, on va parler littérature dans quelques instants avec Elisabeth Laure. Si Cava et John Deere had plus besoin de Woodier. Si Cava et John Deere le montre point si compliqué. Voilà, 8h48. Ben, Georges est avec nous pour cette chronique Mesmer. Ben, c'est une entrevue. Georges, toi, t'es un bon candidat pour... Ben, écoute, je suis Diplôme. resté là, je m'attendais à ce qu'il m'hypnotise. Ah oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Mais oui. Parce qu'il a parlé de réceptivité pour que ça Ouais. marche bien. Tu te Je sens sais pas, réceptif? je pense pas. On sait pas. Tu veux me contrôler, me manipuler, je te regarde les yeux ouverts, là. Ben, il faut bien s'abandonner. aimé, Je pense que c'est un abandon volontaire. Mais moi non plus, je ne sais pas. Je sais bien qu'il pouvait pas m'hypnotiser sur le tas. Mais Georges, bon, alors voilà, on saura pas. Il faut aller voir le spectacle pour voir si. Pour voir exactement s'il c'est peut. demain. Mais ça a l'air très Voilà. sympathique. Ça a l'air comme... très ouais, sympa. ouais, En moi, plus, j'ai il a plein de de la gens dans prestance, mon hein. entourage qui sont allés. Puis, bon, alors il y en a qui sont très réceptifs, ça marche, leur conjoint, ça marche pas. Mais c'est quand même, peu importe qu'on soit hypnotisé ou pas, C'est ça, le plaisir de le voir, plaisir de voir ce qui se exactement passe ce sur qui se passe sur scène. Et puis le monsieur a la prestance, hein, je l'ai vu, vraiment, on parle bien. et Oui, tout ça. oui, tout à fait. Georges, je prête à ton attention Oui. le Salon du livre afro-canadien. Bon, je dis ça, puis en même temps, c'est pas ici, ça se passe à Ottawa, c'est quand même d'accord. pas à la Ben, porte, c'est- mais tu sais, si jamais les gens se déplacent, c'est en fin de semaine, du 23 au 26 octobre prochain. C'est la présidence d'honneur de Monia Mazig, que je ne connais pas, que mais je connais pas non vous plus. pouvez, ben voilà, il y a plein de gens qu'on connaît pas, hein. Mais ben, écoutez, c'est la 8e édition Ah ouais, de ce hein, salon-là. c'est bien. Ah oui, c'est une bonne idée. Faudrait je peut-être savais que pas tu amènes ça ici à Ben Québec. oui, pourquoi pas. Oui, ce serait bien le salon du livre. En plus, Québec, on connaît bien les salons de livres, hein, souvent. Tu te rappelles quand Alain Mabanco est venu ici, là, voilà, on a fait une Oui, émission oui, avec lui, exactement. et On a c'était notre vraiment- salon du livre. Mais on là, a c'est notre salon du livre. spécifiquement Afro-canadien. afro-canadien. Ben ça, Alors, c'est très intéressant, un peu dans la suite de ce qu'on a dit, hein. Cette communauté africaine qui, au Canada et au Québec, grossit. Ouais, tout à fait. Ça commence faut compter, jeudi. quoi, voilà. Ouais, avec avec un événement, les jeunes professionnels du livre et le futur de l'édition également. Lancement du livre Des silences et des murmures de Maëva silences et des murmures. Guedjeux, ouais. Et puis toutes sortes d'activités comme ça, conversation avec Mona Mazig également, soirée de poésie, et vraiment on voit que autant il y a du talent. Il y a du talent. Et à découvrir, ça pourrait être ici, là, c'est à Ottawa. Et surtout, toute la fin de semaine, si vous êtes là-bas. on raconte des vies, on raconte des histoires, on raconte pas mal de choses, hein, parce que dans la communauté afro-antillaise, afro-canadienne ici, là, il y a du vécu, hein, il y a du vécu dans la vie des gens, et quand on la rapporte un peu en livre comme ça, là, c'est toujours très intéressant. Et c'est vraiment une belle mixité dans ce que je remarque dans ce salon-là, salon du livre afro-canadien. C'est pas seulement des Africains, là. Mais non. Alors pas on du est aussi dans des auteurs canadiens, Canadiens, québécois, absolument. arabes aussi, ou Afrique du Nord peut-être. Absolument. Alors Une belle diversité, toute cette diversité ouais, aussi de. à fouiller. Puis Georges t'amènera ça au Québec. Ben oui, pourquoi pas. On amènera Parmi ça au toutes Québec, hein. toutes tes activités, ton implication, Ben tu oui, pourras nous... pourquoi pas, c'est sûr, hein, parce que
les salons du livre, c'est toujours un délice, hein. C'est toujours un délice. On Ouais. rencontre déjà beaucoup de gens là, voilà. L'art d'écrire aussi, hein. C'est du bonheur. Parce que tu as quelques livres à ton écoute, actif. non, mais c'est beaucoup plus des livres scientifiques que j'ai. Parce que là aussi, quand on est scientifique, souvent passer du côté du romantisme, là aussi, faire des romans, il y a quand même un pas. Parce que quand tu écris un roman, je pense que il faut que ça soit léger, que ça soit beau, que ça soit esthétique, que ça soit poétique. Mais quand tu as l'habitude d'écrire autour des concepts essais. difficiles, des essais, machin, il y a toujours on craint cette contamination que quand tu écris quelque chose, mais tu écris ça pour quel public? Ouais. Voilà, tu écris ça parce que ça c'est très très important. Donc il y a toujours. Et puis quand on est un sociologue par exemple, écoute, tu as un langage de sociologie où tu dois te faire comprendre dans la discipline, comme les médecins quand ils écrivent des affaires, mais parfois c'est plus scientifique, hein, évidemment. Voilà, C'est maintenant aussi, il faut aussi avoir craindre l'imposture. Hein, c'est-à-dire que, écoute, un sociologue qui va faire des romans, mais les romanciers, ceux qui ont appris l'art du roman, on va dire, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? Est-ce qu'il connaît les styles machin et tout, quoi? Faut s'imposer. Mais il faut s'imposer, c'est bien vrai, mais de la bonne manière, c'est-à-dire que, bon, voilà, c'est ça. Mais cela ne veut pas dire que je peux pas écrire un roman. Hein. Aujourd'hui, maintenant, avec le numérique, aujourd'hui, avec les outils qui nous sont à notre disposition, non, mais écoute, on peut plus faire avec. Tu feras pas un livre avec l'intelligence artificielle. Non, c'est pas ça. Non, mais ça pourrait arriver. Mais l'intelligence, une fois de plus aussi, tu sais, je me sens très, très, très mal à l'aise avec l'intelligence artificielle parce qu'on est écartelé entre une posture où on aimerait rester soi-même parce que maintenant on impose, quand tu vas à la radio, les publicités qui sont faites, et tout ça là, c'est comme si tous les domaines sont envahis par l'intelligence artificielle jusqu'à à la gouvernance même aussi. J'ai entendu que, je ne sais pas dans quel pays, il y a un ministre du numérique, c'est-à-dire qui va gérer les finances parce que là on va plus faire la corruption et tout ça là. Donc on est en train de numériser l'administration, on est en train de tout numériser. Mais si on numérise tout, je suis en train de me demander sur le statut de l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'on ramollit nos cerveaux finalement. On ramollit notre façon de réfléchir parce qu'avant quand même on lisait des textes, on assurait, on surlignait et ce travail de surlignement, de martyrisation d'un texte, ça crée ton propre intelligence, ça renforce tes neurones, ça renforce ton esprit et ainsi de suite. Maintenant tu tapes, on te donne la réponse toute faite, mais elle vient d'où? Et puis aussi l'intelligence artificielle, ma foi, écoute, et donne des indications qui sont parfois il faut aller vérifier maintenant sur Google Scholar par exemple pour voir si la référence que l'intelligence a donnée est juste, et parfois elle est juste, tu vois un peu. Donc on se demande un peu sur le statut de ce qui est vrai, sur le statut de l'authentique et tout cela. Et j'ai bien peur quand même. Et puis même à l'université aussi. Oui, c'est ça, toi t'enseignes. Mais j'enseigne, on est confronté à ça. Oui, c'est des problèmes, des questionnements. Oui, mais et puis, ce qui comment évaluer un étudiant, par exemple? L'émission se termine, mais oui, exactement. Puis la technologie avance plus vite que la réflexion qui va derrière. Et c'est ça qui est affolant, moi, je trouve, dans il n'y a pas une réflexion qui sous-tend l'avancement de la technologie. Ça va tellement rapidement que on nous l'impose, cette intelligence artificielle. On nous l'impose. Sans qu'on ait une éthique et des lois et et quelque chose qui encadre tout ça. Pour le moment, en tout cas, ça moi j'ai bien peur qu'on continue un peu à nous enlever notre contrôle de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire notre contrôle, on se contrôle plus et tout est donné aux machines qui fonctionnent. Parce que quand on parle de cette intelligence artificielle là, on parle d'intelligence, mais derrière il y a toute une infrastructure, des câbles, des machines qui chauffent, qui fonctionnent à transformer tout sur l'empreinte écologique. Oui, l'empreinte, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. On est parti sur ça. C'est drôle. On en ferait toute une chronique là. On va fermer le micro puis on va en jaser hors d'onde parce que l'émission est finie. C'est ça. Mais permettez-moi, avant de conclure, de saluer mes invités de ce matin. Elisabeth Laure, qui nous a parlé de 2 livres. Je mettrai ses suggestions de lecture sur la page Facebook des Matins éphémères. Attendre le lunch de Pierre-Luc Gagné aux éditions Hamac. On a parlé du livre Architecture de la joie de Steve Gagnon et Anaïs Barbeau-Lavalette chez Marchand de Feuilles. Charles Tanguay nous parlait de l'outil pour protéger les consommateurs puis nous guider un peu. Ça s'appelle Parle, P-A-R-L-E.
L majuscule avec un petit E. Et vous pouvez réécouter la chronique ou aller voir sur le site de l'Office de la protection du consommateur. Mesmer était là pour parler de son dernier spectacle, 13 Hertz. Il est en spectacle demain à la salle Albert Rousseau, demain 22. Ouais, c'est ça va vite. Hein? Demain, donc voilà, réservez vos billets. Et Georges, que je remercie. Qui est resté. Qui s'est pas fait hypnotiser, mais en tout cas. J'aurais bien voulu. Demain, on va parler de politique américaine. On va parler de chronique d'aliments de santé naturelle, chronique Alimentex. On va parler de sport. On va parler